Si je reprends les déroulements un peu sinueux de ma carrière, il y a, comment dire, une préoccupation qui est restée toujours un peu ou beaucoup ou très active, mais elle ne l'était pas de façon dogmatique. C'est peut-être difficile à expliquer. Bon, mes parents, comme je l'ai dit, étaient communistes, au sens où on était communiste dans les années 30, 40, 50. C'était au second degré, en ce sens que mon père étant américain, et que pendant un temps il travaillait pour le gouvernement américain, mes parents pensaient qu'il était préférable de tenir un profil bas sur ces questions. Et puis, moi, je suivais la ligne avec un L majuscule. Je me souviens très bien d'avoir assisté à un meeting au Vel d'Hiver, au Veldiv, le fameux Veldiv, en 57 pour le 40e anniversaire de la Révolution soviétique, enfin, avec 40 000 ou 50 000 personnes criant Maurice, 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 Maurice Thorez. Donc j'ai vécu un peu ça. Mon frère avait un copain dont les parents étaient aussi très communistes. Enfin bon, donc on baignait un peu au second degré, parce que sans ça, mon père, c'était les émissions et les joueurs de jazz et tout ça. Et donc on était dans un autre monde culturel, social et évidemment politique. Même si être antiraciste et américain dans les années 50 et 60 n'était pas évident comme on le sait aujourd'hui. Donc j'étais communiste. Et puis, dans cette école privée où j'étais, j'avais bien rencontré des gens qui avaient des idées comme moi, notamment le fils du journaliste, écrivain David Rousset, qui avait dénoncé le goulag après avoir dénoncé les camps de la Shoah, ou d'autres. Mais bon, j'étais un bon élève, quoi, disons politiquement, idéologiquement. Et puis arrivé au lycée, je tombe par hasard dans la classe de philo où un certain Alain Krivine était devenu mon condisciple. Alors Alain Krivine, aujourd'hui, fait partie de l'histoire de France, hein, comme leader trotskiste français pendant 30 ans, des campagnes présidentielles et tout. Mais donc moi, j'ai vécu, si j'ose dire, avec Alain pendant 4-5 ans, quotidiennement. Alors j'ai été converti, je ne rentre pas dans les détails, pour passer du stalinisme au khrouchtchevisme et puis au trotskisme. Et puis une fois au sein du trotskisme, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs fractions, plusieurs tendances. Et je suis passé à une tendance qui me paraissait importante. Elle a perdu dans les arbitrages des militants de la 4e internationale, mais qui était tout à fait orientée sur le soutien à la révolution, aux luttes de libération nationale. Et en l'occurrence à l'époque de l'Algérie, mais aussi dans les colonies portugaises ou ailleurs, à Cuba. Donc je suis passé par ça, et ça explique peut-être mon intérêt pour l'édition. Une des premières tâches qu'on m'a données, c'était de contribuer à la fabrication des journaux de l'organisation. Donc j'ai découvert ce qu'on appelait à l'époque le marbre dans des imprimeries, et j'avais fait une erreur grossière en ayant ce dilemme, il faut supprimer un paragraphe, est-ce que je supprime un paragraphe de Mao ou du chef trotskiste de mon organisation? J'ai supprimé le chef trotskiste, et ça évidemment c'était pas très bien vu, car Mao, il était là pour être critiqué. Enfin bref, donc... et mon premier article publié, donc, ça a été dans un journal trotskiste qui s'appelait Sous le drapeau du socialisme, de l'Alliance marxiste révolutionnaire,
en décembre 64, une critique de 2 livres sur les classes sociales en Afrique. Hein, je venais d'entrer dans l'africanisme. Et donc une critique du livre de Jean Ziegler, d'un livre de Jean Ziegler et je crois que c'est Roland Barbé, qui était un militant du PC, qui avait écrit un petit livre sur les classes sociales en Afrique noire. Donc, bon, ça c'est un attachement estudiantin, on dira. Mais bon, donc cet engagement politique, psychologique, émotionnel, intellectuel, sans aller très loin. Hein, je n'ai pas été prendre un maquis quelque part. J'ai refusé de m'installer en Algérie après son indépendance. Mes camarades qui l'ont fait, ils sont repartis après le coup d'État de Boumedienne en 65, donc ils n'y sont pas restés très longtemps. Tout ça renvoyait une espèce de méfiance quand même de la vérité des discours idéologiques. Puisque je m'étais trompé sur l'URSS, hein, j'ai quand même découvert les camps, la bureaucratie à travers les travaux de Trotsky et puis des publications de la 4e internationale, je me disais, les autres révolutions, c'est peut-être pas très différent. Et tout en les soutenant, en espérant leur victoire, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à revoir de plus près. Donc j'étais à la fois engagé et en même temps, sinon distancié, du moins un peu agnostique, quoi. Alors, cela dit, ça ne m'a pas empêché de consacrer de l'énergie donc à mobiliser les idées anthropologiques qui me semblaient nécessaires de mobiliser, et pour l'anthropologie et pour ceux qui pouvaient la lire. Et puis aussi, de temps en temps, ou même souvent, d'intervenir, alors j'allais dire journalistiquement, et puis plus tard, lorsque je suis devenu enseignant-chercheur, en direction de travaux étudiants, de maîtrise, de mémoire, de thèse, etc. Donc, un entre-deux, refusant plutôt de signer les pétitions, style habitude française qui me paraissait un peu trop facile, et puis intervenant là où je pensais que mes lumières pouvaient servir à quelque chose. Alors, sans faire de bilan, parce qu'il serait difficile de faire un bilan sur des mouvements qui, pour aller vite aujourd'hui, ont tous échoué partout dans le monde, ça m'a conduit quand même à consacrer du temps, et donc le temps, c'est du temps consacré à quelque chose au détriment d'autre chose, à l'écriture d'articles ou de dossiers dans des journaux donc d'extrême gauche ou des revues tiers-mondistes. Alors, j'ai jamais fait le total et j'espère un jour pouvoir aller à la Bibliothèque nationale pour faire le bilan sur tout ce que j'ai pu écrire jusque dans les années 80. Mais enfin, à vue de nez, ça fait plusieurs centaines de pages et l'équivalent d'un ouvrage scientifique que j'aurais pu écrire sur un thème à la fois savant et plus visible pour ma notoriété. Puisque dans ces revues, souvent, je publiais sous un nom, sous un pseudonyme. Par exemple, j'ai dirigé un dossier sur les classes ouvrières en 81 dans le journal Le Monde diplomatique, de 6 ou 8 pages d'articles de différents chercheurs ou militants sérieux sur l'Inde, l'Algérie, l'Afrique, que sais-je. Et j'ai dû défendre l'identité anonyme, enfin du moins, oui, anonyme, de l'auteur, qui était une femme, d'un article sur la classe ouvrière en Algérie, parce qu'elle risquait beaucoup de choses si elle avait son nom publié. Et le journal Le Monde ne comprenait pas qu'on soit obligé de cacher son identité lorsque sa vie est en péril. Bon, aujourd'hui, apparemment, c'est rentré dans les mœurs, mais les journaux n'aiment pas tellement qu'on publie sous des pseudonymes. Donc, ça m'a conduit, je singularisais ça. Donc, je parle du monde diplomatique. Donc, pendant 2, 3, 4 ans, le monde diplomatique a été orphelin de son directeur qui s'appelait... je vais essayer de retrouver son nom, Claude Julien, et qui candidatait pour devenir directeur du Monde. Donc il s'était mis en retrait du monde diplomatique, qui était marqué quand même un peu à gauche, et pour se consacrer entièrement à sa campagne, secrète ou pas secrète.
Donc, par une série de hasards, avec ses dossiers, à l'époque, la personne qui l'avait remplacé avait fortement sollicité l'aide des universitaires à faire de la vulgarisation scientifique de gauche, de haut niveau. Et donc, j'ai fait beaucoup de chroniques bibliographiques ou de dossiers dans le monde diplomatique, y compris sur des livres africanistes ou québécois, puisque à l'époque, il y avait toute une littérature québécoise sur la Révolution québécoise, l'indépendance québécoise, et ça intéressait le journal. Mais l'endroit la publication où j'ai le plus investi, c'était le bimensuel Afrique-Asie, qui existe toujours, qui était financé par les États révolutionnaires africains, mais qui, par une série de hasards, m'avait ouvert ses pages parce que l'un des responsables des pages culture s'appelait Guy Henbel, spécialiste du cinéma du tiers-monde et notamment africain. Et nous avions sympathisé, collaboré, et il m'avait invité à dépasser le cinéma et à écrire finalement des grandes chroniques anthropologiques, sociologiques sur les thèmes qui me convenaient dans Afrique-Asie. Alors, je n'ai plus la bibliographie de tout cela, mais j'ai contribué, à mon avis, à au moins apporter des lumières à ceux qui lisaient les journaux. Et j'ai eu la preuve, une ou deux fois, au Sénégal, au Mali, de gens me disant « Ah, j'ai lu votre article dans le journal qui avait résumé un article sur l'histoire des royaumes africains ou sur les classes sociales en Afrique ou dans le tiers-monde. » Enfin, et donc, je me sentais un peu utile. Et puis, c'était un exercice que je commandais bien dans mon écriture. Et voilà. Alors, j'ai eu plusieurs fois des conflits, puisqu'il y avait quand même une ligne directrice, révolutionnaire, peut-être marxiste, c'était pas très précis, mais enfin bon, il fallait voir les bailleurs de fonds. Alors, c'était plutôt les ex-colonies portugaises des années 70-80, Cuba, et puis parfois l'Algérie aussi, qui était plus socialiste déjà à l'époque. Et son directeur était quand même peut-être pas en odeur de sainteté, puisque M. Simon Mallet avait été interdit de séjour en France. Et une des premières décisions de Mitterrand, quand il a été élu, c'est de l'autoriser à revenir en France. Mais moi, j'avais écrit des articles sur les conflits ethniques qui n'étaient pas tout à fait reconnus. Et c'était un collègue, enfin... Oui, un ancien collègue et ami mozambicain, conseiller du président de l'époque du Mozambique, qui avait fait comprendre à la direction du journal que ce que j'écrivais, c'était très bien, même si ce n'était pas politiquement correct ni au Mozambique ni ailleurs. Voilà. Alors, ça prenait quand même un peu de temps. Ça paraissait donc dans Afrique, Asie, et pas dans les cahiers d'études africaines, l'Homme ou le journal des africanistes. Et puis ça s'est arrêté parce que, bon... J'ai dû avoir d'autres occupations, et puis aussi j'avais trop de conflits avec la direction qui me refusait de plus en plus des papiers pour lignes non politiquement correctes, et à force de faire des papiers non publiés, je pensais que j'avais peut-être autre chose à faire. Je dois dire que depuis, j'ai pas eu beaucoup d'autres possibilités d'écrire dans des journaux de ce genre, qui d'une part n'existent quasiment plus. J'ai publié des opinions variées dans le journal Le Monde, y compris sur ces thèmes, mais bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de publier dans Le Monde. Et enfin, il me semblait utile, nécessaire que l'anthropologue, l'universitaire, le chercheur contribue, pour autant que faire se peut, à éclairer les gens sur les lieux communs, les contresens, les contre-vérités qui circulent si facilement. Et surtout à destination, je dirais, d'un public certes très éduqué, mais des pays du tiers-monde. Voilà. Alors, ça a pu déboucher sur des collaborations qui se voulaient plus appuyées au niveau de direction d'étudiants, puisque une fois qu'on devient directeur, qu'on a une responsabilité doctorale, on dirige des thèses, et comme tout le monde le sait, les dirigeants révolutionnaires, souvent, ou enfin leurs adjoints, aiment bien avoir un titre doctoral. Ça fait bien dans le CV même d'un révolutionnaire.
Donc, j'ai dirigé la thèse de Mario de Andrade, j'ai dirigé la thèse d'au moins 2 ou 3 militants mozambicains installés, dont un d'ailleurs avait été embastillé par le régime en 1982. Et j'avais milité sur place, puisque j'avais pu visiter le Mozambique, pour essayer de convaincre un responsable de libérer ce camarade en camp à 1500 km de Maputo, qui a été plus tard libéré et tout. Mais enfin, bon, donc c'était de toucher un peu les publics qui étaient les miens professionnellement, mais qui partageaient certaines idées politiques qui étaient les miennes. Par exemple, j'ai reçu, je crois, le patron ou un des patrons des syndicats angolais en 75 qui se demandait si les chercheurs français pouvaient faire des choses pour l'Angola. Bon, à l'époque, c'était pas moi le spécialiste de l'Angola. Et il y a une collègue malheureusement décédée, Christine Messiaen, qui faisait beaucoup pour ça. Mais là aussi, c'était, j'allais dire, toucher le pouvoir de près. Et j'ai pu voir au Mozambique combien ce pouvoir pouvait se rendre ridicule. Lorsque je m'y suis rendu en 83, il y avait le pays était indépendant depuis 9 ans déjà. Il y avait le premier congrès des syndicats mozambicains. Il avait fallu 9 ans au pays pour constituer des syndicats formellement syndiqués. Et par hasard, j'ai rencontré dans l'avion qui m'a amené à Maputo le dirigeant de la CFDT qui allait représenter la CFDT à ce congrès. Et nous avons discuté, et découvrant que je n'étais pas invité au congrès, il m'a dit, tu viens avec moi, puis on ira ensemble. Et donc on est descendu sur le tarmac en même temps, du même avion, où une délégation attendait mon collègue syndiqué, et pour l'emmener faire ses affaires. Moi, j'allais à l'université. Et quand il m'a présenté et qu'il a dit c'est un militant syndical du milieu enseignant, etc., ses homologues mozambicains ont dit il n'est pas invité, il n'est pas sur la liste, donc il ne vient pas. Voilà, donc ça avait été... Mais ce qui avait été plus grave, c'était plus tard au Centre d'études africaines, où le fait d'avoir une certaine vision du marxisme avait conduit les expatriés locaux qui occupaient le Centre d'études africaines à Maputo à l'époque, à considérer que Meyassou, Coppens et tous les autres, on était des marxistes bourgeois et que notre marxisme n'était pas révolutionnaire. Un, parce qu'on ne travaillait pas dans les pays en révolution, et deux, parce qu'on interprétait à notre façon le marxisme d'une façon peut-être pas très orthodoxe. Alors orthodoxe stalinienne, orthodoxe maoïste, je saurais dire aujourd'hui, mais enfin bref, c'était assez triste de voir ça. Et Meyassou en était, lui, personnellement, très, très, très touché. Moi, ça me surprenait qu'à moitié, mais lui, il avait l'air un peu surpris. Alors, évidemment, depuis ces temps-là, ces choses-là ont disparu du panorama. Et je ne me suis pas vraiment engagé dans des affaires françaises, donc là, j'en aurais rien à dire, sinon que, comme tout le monde, j'ai été syndicaliste dans des syndicats, et que le syndicalisme dans l'enseignement supérieur français a gentiment décliné depuis les années 70-80, au point qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment on peut parler de syndicalisme universitaire, puisque les mouvements même assez importants qui ont eu lieu il y a quelques années étaient beaucoup plus syndiqués, beaucoup plus spontanés qu'organisés. Alors ça, c'est dans l'activisme, je dirais, politique ou politicien. C'est un mauvais adjectif, mais bon. Et puis l'autre, c'est de défendre le marxisme comme, alors pas un cadre théorique, mais un champ conceptuel et de préoccupation dans lequel on peut trouver des raisons d'analyse des domaines empiriques. Par exemple, il est intéressant de voir que la notion de classe sociale a totalement disparu de la sociologie africaniste, ce qui n'empêche pas, depuis une demi-douzaine d'années, que le terme de couche moyenne soit tout à fait à la mode, en France et ailleurs, dans les études africaines, mais sans que vraiment une notion de catégorisation en classe, de lutte de classe ou de société de classe apparaisse. C'est simplement le mouvement
des nouvelles élites économiques, numériques et intellectuelles qui apparaissent et qui sont prises comme objet d'étude, ce qui est bien, mais qui n'ont peut-être pas de réalité, sinon sociologique, en tout cas de sociologie de catégorie bien marquée. Quant à l'anthropologie marxiste, eh bien, elle a vécu, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années, un moment d'une génération. L'âge venant, on laisse tomber certaines des idées ou, disons, le fait de s'y référer constamment. Et puis la demande a changé. Fut une époque où être marxiste de couleur bleue ou rouge était important. Aujourd'hui, personne n'a de culture marxiste. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait des études de philo et qu'on avait un bon prof de philo ou des études de sociologie générale et un bon prof de sociologie générale, on avait une idée de ce qu'était Marx pour en rester dans ce domaine. Aujourd'hui, ça ne s'enseigne quasiment plus, même si les livres se vendent. En France, le marxisme s'est réfugié dans la philo, qui, à mon avis, une philosophie sûrement très honorable, mais très peu portée sur l'analyse des catégories sociologiques. Il y a des travaux qui seraient dans cette filiation, mais la référence conceptuelle au marxisme existe peu. C'est probablement très bien, mais tout ça est l'objet de discussions au deuxième, au troisième degré, et ça renvoie au problème que j'ai évoqué et que je pourrais encore évoquer de comment lire la tradition des sciences sociales en France, c'est-à-dire que, opinion très personnelle, mais corroborée par certains collègues, nous pensons, enfin nous sommes plusieurs à penser que, c'est pas une opinion professionnelle parfaite, que la profondeur temporelle des références bibliographiques des travaux d'étudiants ne dépasse pas 15 ans. En dehors des grands fondateurs qui sont aussi anciens que Jésus-Christ, c'est-à-dire Weber. Alors on me dira, il y a Marx dans la liste, etc. Mais lit-on les fondateurs, ce n'est pas évident parce qu'il ne faut peut-être pas trop rentrer dans le détail de cette connaissance des noms propres et de la connaissance des écrits qu'ils ont rédigés. Donc qui dit 15 ans dit que quand on a 50 ou 60 ans de carrière, bah, ça fait 2 ou 3 générations qui oublient ce qui s'est passé avant. Alors qu'on oublie, c'est peut-être normal parce que ça ne s'enseigne plus. Qui pense que c'est pas important, alors là, on tombe dans le débat scientifique. Est-ce que les idées nouvelles sont meilleures que les anciennes ou faut-il pas les confronter? Comment on apprend le progrès scientifique? Y a-t-il un progrès de la connaissance? Donc ce sont des questions à caractère presque philosophique ou épistémologique qui se soulèvent et qui malheureusement, vu l'organisation de l'enseignement tel qu'il est, très cloisonné et en même temps très décentralisé, ne sont pas abordées. J'en donnerai juste pour un exemple une anecdote d'un de mes cours de, je pense, master deuxième année et en même temps préparation doctorat d'il y a une quinzaine d'années, lorsqu'une de mes étudiantes gabonaises m'a demandé gentiment, mais en public, dans la salle de séminaire, si je voulais bien expliquer à tout le monde, donc ils étaient une quinzaine, une vingtaine, comment on passait du concept et de la théorie à l'analyse des matériaux empiriques. Alors, question de base numéro 1, semble-t-il, de la première ou deuxième séance de cours de première année. Mais en fait, c'était quelque chose de très pratique à la fois. C'est qu'on nous demande d'expliquer les choses théoriquement, mais vous mettez ça où? Vous mettez ça avant, vous mettez ça après. Moi, si je décortique mes données, est-ce que j'ai vraiment besoin pour ce décortiquage immédiat de mise en ordre, de classement sous des rubriques de parenté, d'économie, Dieu sait quoi, de concepts, de théories qui ont pignon sur rue, le marxisme ou le dynamisme, le structuralisme, peu importe. Et donc on se connaissait bien, je la respectais beaucoup, mais j'avais senti, ça faisait un peu, j'allais dire, cours de lycée ou d'école primaire, allez, vas-y, pose la question au professeur, il t'écoutera, lui, il t'écoute bien, etc. Et donc j'avais changé mon programme de séminaire pour répondre dans le détail à cette question. Quelle est la différence entre concept et théorie? Qu'est-ce que ça veut dire de construire l'objet, etc. Tout en laissant libre les choix des uns et des autres par rapport à une accroche théorique particulière.
Et là, je me suis rendu compte, enfin, ça m'a confirmé ce que je devinais, c'est que l'enseignement peut-être remarquable d'un grand nombre de collègues ne débouche pas sur la mécanique, j'allais dire, intime, quotidienne et vraiment pragmatique, qui fait qu'on mélange les données, les informations, les connaissances, les données abstraites, les données quantitatives, etc., pour produire une analyse d'une réalité sociale. Donc on peut faire des cours sur toutes ces questions, mais il y a des moments où il faut sortir de ces carcans, disons, disciplinaires ou thématiques. C'est le cours de méthodo, c'est le cours de théorie, c'est le cours d'histoire de la discipline, pour essayer de voir comment finalement les étudiants se posent la question. Et là, ça pose une question de fond, c'est est-ce que les étudiants ont la curiosité, le courage, disons l'honnêteté d'interpeller leurs enseignants pour qu'ils répondent à ces questions. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je ne suis pas sûr que ça se fasse encore aujourd'hui. En tout cas, je ne peux rien prouver.